Paroles urbaines, un abécédaire de la ville. S comme sexe. Bonjour Laurence Gervais. Bonjour. Alors vous êtes professeur à Paris 10 Nanterre, vous êtes une spécialiste et des États-Unis et on va dire, de la fabrication de la ville en fonction des processus ségrégatifs qui se sont agrégés au fil du temps et évidemment de la question du genre et de la, on va dire, de cette partie invisible que nous les garçons ne voyons pas au sein de les espaces urbains. Et vous êtes l'auteur d'un livre qui, à mon avis, j'espère fera école. En tout cas, pour moi, est un livre important qui s'appelle Le sexe de la ville, identité, genre et sexualité dans la ville états-unienne aux éditions Sileps. Alors, avec un titre pareil, je ne pouvais pas échapper à la question de vous demander est-ce que la ville a un sexe? Et en lisant votre livre, je fais une question, la réponse est peut-être déjà dans la question, est-ce que c'est un sexe masculin? Alors, oui, donc le sexe de la ville, ce titre était un petit peu différent au départ. Le titre parlait plutôt de co-construction, de construction mutuelle des espaces urbains et du genre et de l'identité genrée. Tout ça pour dire que c'est un livre qui parle de la ville, mais qui parle aussi d'identité sociale. Et puis voilà, le sexe de la ville, c'était un titre un peu plus accrocheur, donc j'ai fini par choisir celui-là, tout en sachant que je m'exposais à cette question. Et la réponse à la question est bien sûr pas simple, mais oui, dans les grandes lignes, le sexe de la ville, en tout cas de la ville occidentale et de la ville américaine en particulier, nord-américaine, est plutôt masculin, ne serait-ce que par l'identité masculine de ceux qui l'ont construite. Les architectes, ceux que les géographes appellent aujourd'hui des producteurs d'espace, hein, donc les urbanistes, les architectes, même les promoteurs. Il y a très peu de femmes parmi tous ces gens au XIXe siècle. Hein, donc voilà. Donc, puis quand on regarde la ville plus contemporaine, notre ville à nous, et encore une fois, sont des choses qui sont communes à des villes comme Chicago et New York ou à des villes européennes. La ville actuelle est également très genrée, avec des injonctions à se comporter d'une certaine façon dans l'espace urbain. Alors, on y reviendra sûrement, mais par peur de la violence, par peur du harcèlement, ou simplement en réponse à une construction de la masculinité qui est spécifique aussi aux villes occidentales, les femmes vont réagir d'une certaine façon. Donc le genre existe dans la ville et pas seulement dans les corps, le genre existe aussi dans les relations sociales et dans les relations urbaines qu'on peut avoir dans ces villes. Alors oui, c'est vrai que c'est effectivement, et on va parler de tout ça, que la force du livre va essayer d'englober tous ces éléments, d'une part dans une trame un peu historique, et de regarder un certain nombre de faits sociaux urbains puissants, et de montrer comment tout ça se construit, et voir à la fin de votre livre d'ailleurs, vous nous proposez une forme de grille de lecture, de voir comment on peut soit dégenrer, alors queeriser la ville, vous nous donnerez les explications de tout ça, en tout cas comment réorganiser au mieux pour retrouver une forme d'égalité, je ne sais pas si ce mot est adapté, entre hommes-femmes au sein des espaces urbains. Et ma première question en fait, elle vient un peu à la source de ces questions-là. D'abord, vous avez choisi les États-Unis. D'une part, pourquoi? Et surtout, donnez-nous un minimum de clés pour voir comment tout ça s'est mis en place. Dans la première partie de votre livre, vous nous donnez une sorte de socle qui permet de comprendre, je dirais presque une source de fabrication de la ville genrée et de la place des femmes, pour le moment, dans ces espaces urbains. Comment ça s'est passé? Alors d'abord, pourquoi les États-Unis? Parce que je suis spécialiste d'Amérique du Nord, des États-Unis, donc je ne me serais pas sentie suffisamment légitime pour
étudier une ville européenne ou des villes européennes. Ensuite, parce que, comme vous le soulignez juste avant cet entretien, l'espace états-unien est un espace récent, donc assez facile à étudier de façon chronologique. Et donc, justement, en ce qui concerne sa fabrication, la fabrication de l'espace urbain aux États-Unis, moi, j'ai essayé de me limiter au départ à la période industrielle et post-industrielle, et puis je me suis rendu compte qu'il fallait que je remonte un petit peu plus tôt. Donc, il valait mieux que j'étudie les États-Unis, parce que sinon, je serais remontée beaucoup trop loin. Mais donc on voit que d'abord la construction est une construction qui est similaire d'ailleurs en Grande-Bretagne à l'époque victorienne. On a cette construction très intérieure-extérieure, très binaire. D'abord dans la période postcoloniale et puis donc début du 19e siècle avec ce qu'on appelle Republican Motherhood, l'idée que les femmes sont responsables d'une chose, c'est de fabriquer de bons citoyens américains. Donc tout ça se passe plutôt à l'intérieur de la maison. Ensuite, avec l'industrialisation, on peut se prendre à espérer que avec l'arrivée du travail et du salariat, les femmes vont avoir accès à l'espace extérieur, mais finalement, non, cette industrialisation va aller avec une division des rôles de genre, une division sexuelle du travail qui renforce cette dichotomie intérieure-extérieure. Et même si cette dichotomie intérieure-extérieure n'est plus aussi valable, on va dire, à partir des années 80. Je suis passée largement sur le XXe siècle, mais en fait, une chose aussi qui est extrêmement spécifique aux États-Unis et à l'espace urbain américain, c'est cette division ville-banlieue aussi. Et cette division ville-banlieue aussi, elle est extrêmement genrée avec la création de ces espaces qu'on connaît aujourd'hui par les séries télévisées, ces étendues gigantesques de maisons identiques, donc au départ construites sur le modèle de la fabrication de masse, c'est pour ça qu'elles sont toutes identiques, et puis surtout sur des étendues gigantesques. C'est aussi un phénomène genré parce que les femmes vont se retrouver enfermées dans ces espaces et donc encore plus loin du centre-ville. Donc on a toujours cette dichotomie intérieure-extérieure qui va se déliter avec l'avènement de la ville post-industrielle et la montée des emplois dans les secteurs de services, dans le tertiaire puis dans le quaternaire, donc à partir des années 70-80, où on n'aura plus la force de tous ces binarismes va décroître, mais l'espace urbain va rester genré à l'intérieur d'autres espaces. Parce qu'avec la globalisation, les emplois se féminisent, parce que la polarisation sociale va avec une division de genre aussi. Ce sont les femmes les moins diplômées et les plus pauvres qui vont être surreprésentées dans ces emplois de ce qu'on appelle le care, donc les services à la personne, etc. Et tout ce qui va avec la globalisation, l'ubérisation des emplois, les contrats 0 heure, etc., ça représente une main-d'œuvre essentiellement féminine. Donc ces femmes en termes d'emploi, vont être surreprésentées. On a une féminisation du travail, mais des emplois moins rémunérés, avec une moins bonne couverture sociale, surtout aux États-Unis. Et puis aussi, ce sont des femmes qui seront des immigrantes, souvent. Donc ça aussi, ça va avec la globalisation et l'internationalisation de la main-d'œuvre, et qui vont souvent habiter le plus loin du centre-ville. Donc il y a aussi un aspect qui est lié à l'espace,
de cette transformation de la main-d'œuvre. Et donc, on a aussi un espace très genré, alors qui n'est plus intérieur-extérieur, mais qui serait plutôt avec des intérieurs et des extérieurs à l'intérieur des espaces. C'est-à-dire que des femmes de classe moyenne élevée vont employer d'autres femmes pour être les nounous. On pense à la nounou philippine ou hispanique dans les centres-villes, et qui elles-mêmes vont habiter à l'extérieur des centres-villes et vont envoyer de l'argent à l'extérieur du pays. Donc on a différentes strates dans ces chains of care, comme on les appelle, ces chaînes de service à la personne. Alors, pour juste rester sur ce point-là et dans cette évolution, ce qui est très intéressant dans l'ouvrage, c'est que vous montrez que certains aspects de la modernité, alors il y a un exemple bien précis dans le livre, c'est la question de l'automobile et du centre commercial, qui fait que à tous les aspects, je dirais, libérateurs, c'est-à-dire que la femme va pouvoir conduire son automobile, la question de la mobilité que vous intégrez au sein de votre travail de recherche, qui normalement, être plus mobile devrait être un peu plus libre, et vous nous montrez que le paradoxe, c'est qu'effectivement, vous ne niez pas une certaine évolution dans les marges de manœuvre que pourraient avoir les femmes dans les espaces urbains états-uniens, mais qu'au final, cette mobilité, elle est très fonctionnelle. C'est-à-dire, on va au centre commercial qui est à peu près organisé pour qu'elle fasse des achats, et on retrouve la mère nourricière, c'est ce que vous appelez en tant que tel. Et ça, c'est très intéressant. J'aimerais que vous en disiez quelques mots, que comment, entre guillemets, ce côté visible libérateur masque toujours ce côté invisible d'un processus dont on n'arrive pas à se dépêtrer, pour faire court. Oui, ça fait partie des choses qui me fascinent dans la ville, c'est que la ville, j'y pensais en venant dans mon bus. J'aime beaucoup Belleville, j'ai habité longtemps dans le 20e et j'aime Belleville et le 20e parce que ça bouge, parce qu'il y a énormément de choses à regarder, qu'il y a une grande diversité de population, etc. Donc la ville, c'est la liberté. Et la ville américaine, comme la ville européenne, c'est la liberté, c'est l'émancipation, c'est l'anonymat, c'est je trouve pas le mot. Il y a énormément de choses qui se passent à tous les coins de rue et on peut être différentes personnes à différents moments du jour et de la nuit. Donc oui, c'est la liberté, c'est l'émancipation, a priori. Sauf que, effectivement, quand on regarde donc le phénomène de l'automobilité, le fait que les États-Unis, avec cet étalement urbain dans les années 50, devient une nation d'automobiles, et que ça implique des automobiles dans les banlieues pour rejoindre les centres-villes, ça veut dire que ces femmes de classe moyenne blanche, bien sûr, je reviendrai sur le concept d'intersectionnalité qui est important pour étudier la notion de genre dans la ville, mais donc ces femmes de classe moyenne blanche qui vont habiter dans les banlieues et y rester à partir des années 50, elles ont des voitures. Mais elles ont des voitures pourquoi ? Pour emmener leurs enfants à leurs différentes activités, pour aller faire les courses, pas pour avoir un emploi en centre-ville. Ce sont leurs époux qui ont des emplois en centre-ville. Alors, il faut bien sûr toujours limiter l'étendue des généralisations. Toutes les femmes américaines dans les années 50 n'habitent pas en banlieue, ne sont pas blanches, ne sont pas de classe moyenne, ne sont pas hétérosexuelles. Et donc, voilà, ce phénomène qui est quand même assez flagrant dans les années 50, ça n'est pas non plus quelque chose qui viendrait couvrir l'intégralité de l'identité sociale féminine à partir des années 50 aux États-Unis. Le centre commercial, quand on regarde le centre commercial contemporain, l'autre chose qui est assez frappante en termes de paradoxe entre émancipation et contrainte, c'est ce que vous disiez, c'est l'utilisation finalement d'un stéréotype issu du féminisme de deuxième vague des années 60-70 qui dirait les femmes
ont un pouvoir d'achat, sont consommatrices, travaillent, élèvent leurs enfants, voire sont les Wonder Woman dont on parlait dans les années 80, et contournent, réinterprètent ce stéréotype pour dire elles sont multitâches, et donc on va leur donner la possibilité à la fois d'aller faire leurs courses dans les centres commerciaux, d'aller faire du sport, parce que le corps est très important, on en reparlera peut-être. De faire garder leurs enfants dans des jardins d'enfants intégrés aux centres commerciaux, voilà, de faire plusieurs choses à la fois. Finalement, l'utilisation de ce stéréotype est enfermant dans non plus ce rôle de femme au foyer qui était celui des années 50, voire des années du début du XXe siècle, mais dans le rôle de femmes qui, de toute façon, continuent à être responsables des travaux de care, donc responsables de l'éducation des enfants, voire de s'occuper des personnes âgées, tout en faisant le reste, en ayant un emploi, en continuant à faire les courses. Donc, on se rend compte finalement, d'une part, que ces stéréotypes vont être utilisés pour fabriquer une nouvelle ville, encore une fois, pour fabriquer de l'espace. L'espace n'est pas exempt de dimension genrée, et les identités fabriquent l'espace autant que l'espace fabrique les identités. Ça y est, j'ai oublié la deuxième partie. Donc les femmes sont utilisées aussi pour vendre cette ville qui serait plus diversifiée, plus... voilà. C'est un moment fort du bouquin. Et voilà, et ça me reviendra. J'avais un deuxième point, mais je l'ai complètement oublié. Parce que, en fait, même pour moi, je suis en grande difficulté, pour être très honnête, tellement il y a de sujets, de thématiques. Donc ça va être un peu frustrant, mais je vais essayer d'être le plus clair possible dans mes questions. Alors, c'est très éclairant parce qu'on voit un peu comment les choses se fabriquent petit à petit, que malgré toutes les évolutions, on va dire, modernes et techniques pour faire court, non seulement les stéréotypes, mais les représentations et même les marqueurs sociaux, voire presque anthropologiques de la réalité de la domination masculine, pour prendre ce mot-là, au sein des espaces urbains, malgré les évolutions sociales, économiques, techniques et tout ce qui va avec, sont encore très très fortes. Et alors, vous nous en rajoutez une couche, c'est ça qui est le côté incroyable du livre, c'est que dans une deuxième partie, vous essayez de comprendre, de revenir comment maintenant cet espace est réellement produit, comment ces acteurs s'imbriquent et je dirais, et se connectent. Alors il y a une sorte de postulat intellectuel à la base que vous introduisez dès votre livre, c'est-à-dire d'un côté, on va dire, la production de l'espace tel que Lefebvre a pu le penser, et le rapport au temps, je dirais, qui se renvoie à Gaston Bachelard. Et vous servez d'un exemple qui, pour moi, dans mes représentations basiques, je dis, bon, ok, on en a fait le tour, c'est la question de la gentrification. Et en fait, vous montrez la complexité d'une situation. C'est-à-dire que d'un côté, effectivement, c'est un processus ségrégatif fort, réel, qui a été validé depuis un certain nombre de temps, avec évidemment la couche néolibérale. On y reviendra parce que c'est un moment important aussi d'achoppement de la transformation. Mais vous montrez qui est acteur de ça. Et que vous montrez que la place de la femme, elle est dans une situation très ambiguë et très paradoxale. D'un côté, pris dans la logique sociale, elle va être aussi actrice, ça va être une gentrifieuse, entre guillemets, et en même temps, on va continuer, ça va même participer à l'invisibilité d'un certain nombre d'espaces urbains qui sont encore très genrés au niveau masculin. Je m'en mêle un peu les pinceaux, j'avoue, mais j'aimerais que vous nous éclairiez un peu sur ce va-et-vient qui se joue entre un processus social puissant, auquel je dirais, la réalité des femmes est prise aussi en tant qu'acteur, et en même temps alimente aussi un processus continu des espaces dits genrés. Alors, je voulais revenir sur Lefebvre, donc cette idée que l'espace est conçu, perçu et vécu. Ce qui explique peut-être la complexité de phénomènes comme la gentrification, parce que d'une part, il va y avoir la conception d'un espace ou la revitalisation d'un centre-ville par des volontés politiques, par des investisseurs privés, voire par des propriétaires occupants, dont tout ça est extrêmement complexe, mais ça tient de la production d'espace, de la conception de l'espace, ce qui n'a pas forcément à voir
ni avec la façon dont on va percevoir cet espace. Dans les médias, on va trouver ça très très bien qu'un espace soit revitalisé, sûr, où les gens n'ont pas à avoir peur le soir en sortant de chez eux. Et puis peut-être encore un autre élément qui est la façon dont l'espace est vécu et qui n'aura pas forcément à voir avec la façon dont il a été conçu au départ. Donc c'est très important, je pense, de revenir à ça. Et en ce qui concerne l'ambiguïté de la gentrification par rapport aux habitantes dans les espaces gentrifiés, en fait, ce qui est important, c'est de regarder justement les phénomènes comme celui de la gentrification dans une perspective intersectionnelle, c'est-à-dire en prenant en considération Alors, je vais vous interrompre des parce que je vais variables vous différentes. citer et ça va bien mieux m'éclairer la question. Vous dites: les catégories de classe, de genre et également d'appartenance ethnique sont impliquées dans la gentrification des centres. Et genre, classe, race ou appartenance ethnique, exclusion et pauvreté sont des variables interconnectées dans l'étude des quartiers gentrifiés. Voilà. Donc, expliquez-nous tout ça. Comment tout ça s'interconnecte? Alors, donc l'intersectionnalité, pour faire court, c'est un concept qui a été inventé par Kimberlé Crenshaw en 1989, je crois. Kimberlé Crenshaw étant une universitaire féministe afro-américaine, et qui consiste à dire que les oppressions s'entrecroisent, et qu'il y a une intersection des différentes oppressions de classe, de race au sens américain du terme, et de genre, voire d'âge, d'orientation sexuelle, etc. Et qu'on ne peut pas catégoriser, on ne peut pas dire la femme, et on ne peut même pas dire les femmes. Il n'y a pas une catégorie femme, il n'y a pas une catégorie noir américain, il n'y a pas une catégorie classe moyenne ou classe supérieure. On va expérimenter l'espace, puisqu'on parle d'espace, voir l'espace gentrifié de façon différente, selon qu'on est une femme blanche de classe moyenne hétérosexuelle ou que l'on est une femme blanche homosexuelle de classe supérieure, ou bien qu'on est une femme pauvre hispanique transgenre, etc. Ou qu'on est un homme homosexuel noir, ou voilà, tout ça est différent chaque fois. Donc il faut prendre en compte toutes les variables pour bien comprendre l'effet de la gentrification, en l'occurrence, sur les classes sociales. Donc pour être extrêmement pratique, la gentrification, donc la revitalisation des centres ou de certains quartiers, encore une fois, que ce soit par une volonté politique ou par le biais d'investisseurs privés, quand on a un quartier qui est revitalisé, c'est-à-dire avec un foncier qui augmente, aux États-Unis, on parle de la sirène verte de Starbucks. Quand Starbucks arrive dans un quartier, c'est que la sirène sonne pour la gentrification. Donc un quartier qui devient plus propre, qui devient plus sûr, etc. Ça va être, en ce qui concerne les femmes de classe moyenne blanche, quelque chose de très positif, parce qu'elles vont avoir accès à des quartiers qui seront plus proches de leurs emplois en centre-ville, parce qu'elles n'auront plus le même rapport à la peur dans l'espace urbain la nuit, parce qu'elles pourront faire garder leurs enfants, parce qu'elles auront accès à des écoles qui seront de meilleure qualité, etc. Donc c'est quelque chose de positif pour ces femmes-là, mais ça implique aussi que ces femmes vont employer des femmes souvent racisées, souvent pauvres, souvent habitant dans des quartiers plus éloignés, qui vont devoir faire de longs trajets pour venir garder les enfants de ces femmes de classe moyenne blanche. Et puis, si on regarde l'effet secondaire classique de la gentrification, qui est la relégation urbaine, displacement en anglais, je trouve que c'est plus parlant en anglais, on déplace les populations, on les pousse à l'extérieur. Qui est-ce qui va être déplacé, poussé à l'extérieur du quartier gentrifié? C'est en général plutôt des femmes,
plutôt des femmes racisées pauvres, parfois des femmes transgenres, mais ça n'empêche que des femmes âgées aussi, hein, la population âgée est souvent celle qui est victime de displacement, hein, de relégation urbaine quand il y a gentrification. Et il se trouve que les femmes vivent plus vieilles que les hommes. Donc, ça va être souvent des femmes qui vont être aussi victimes de gentrification. Donc, pour résumer, les femmes sont à la fois les bénéficiaires de la gentrification et les premières victimes de la gentrification. Mais ce ne sont pas les mêmes femmes. Donc voilà pour l'ambiguïté. C'est la même chose pour les personnes LGBTQI+. Ce seront celles et ceux qui vont bénéficier de la gentrification avec l'aspect supplémentaire, on en reparlera peut-être, de la création d'un espace sûr, hein, a safe space, un endroit où on peut être soi-même, un endroit où on ne craint pas la violence homophobe, etc. Mais c'est aussi, quand on est un homme noir homosexuel pauvre, quand on est une personne transgenre, souvent ça va aussi souvent avec une classe sociale défavorisée, on va être aussi la première victime de la gentrification. Donc oui, c'est extrêmement complexe et ambigu. Deux autres points sur cette question-là qui est le nœud du livre et qui permettra de réfléchir à les éléments que vous nous apportez à la troisième partie. Il y a un autre élément, et vous l'avez un peu abordé, et c'est effectivement, on ne peut pas passer à côté, c'est la question du corps. Et effectivement, je voulais en parler, mais il y a vraiment un chapitre qui nous donne des clés de compréhension sur la place du corps au sein de ces espaces, d'ailleurs domestiques ou extérieurs, et de voir aussi quelle place il a dans la production genrée de l'espace urbain. Ça sera ma première question. Et puis la deuxième, qui est l'autre point, c'est l'arrivée du néolibéralisme, et moi je me mouille un peu, et le cynisme d'argumentation qui est là pour fabriquer des éléments marketing. On a la caricature que Richard Florida, en tant que consultant, a pu placer, mais ça va beaucoup plus loin. Voilà. Et je pense que ces deux aspects qui paraissent comme ça déconnectés, qui ne le sont pas. Enfin, vous montrez très bien les liens entre tout ça. Alors, ma première question, voilà, ce rapport au corps et, on va dire, espace urbain, pour faire court. Alors, je suis partie d'une définition de l'espace très large et qui impliquait que le corps est aussi un espace. Donc, c'est un espace de représentation. C'est un espace, pour revenir sur et utiliser le concept de Butler, c'est un espace performatif. On va performer son genre avec son corps, en s'habillant d'une certaine façon, en se comportant d'une certaine façon, etc. Et donc, cette performativité du genre par le corps, elle a besoin d'un espace pour s'exprimer. Vous pouvez toujours vous habiller comme vous voulez en restant confiné au sous-sol de votre librairie. Ça ne changera rien à l'espace. Vous avez besoin d'un espace pour exprimer ça. Donc, il y a cette représentation et le corps. Donc, j'ai parlé à propos de performativité, j'ai parlé du vêtement, hein, j'ai parlé de l'évolution des maillots de bain et de la façon dont ils sont plus ou moins acceptés et dont les corps sont plus ou moins dénudés au XXe siècle sur les plages américaines, avec finalement une évolution de l'espace. Il y a quelques photos assez intéressantes dans le livre. Trop peu. J'ai pas pu mettre autant de photos que j'aurais voulu. Et d'ailleurs, pour faire juste une petite aparté là-dessus, et ça a trait au corps finalement aussi, la photo que je voulais pour la couverture, c'était pas celle-là. C'était celle, alors je l'ai quand même mise à l'intérieur. Je devrais pas dire ça, mais c'est celle des 3 femmes à Los Angeles. Non, c'est la photo de Marilyn Monroe, cette statue gigantesque, la statue de Forever Marilyn de John Seward Johnson, qui est un sculpteur qui fait des sculptures
très très grandes et qui sont... il fait des trucs assez monumentaux. Voilà, monumentales, je cherchais le mot, merci. Et qui sont placées dans l'espace urbain. Donc c'est une représentation de Marilyn dans cet temps de réflexion avec la jupe qui se soulève au-dessus de la bouche de métro, ce que je trouvais très très drôle parce que j'étais à Chicago au moment où cette sculpture était dans l'espace urbain. Donc il y a un budget très très important à Chicago pour j'ai eu la chance d'y aller, c'est très impressionnant. Voilà, l'art public. Et donc ça change tout le temps. Hein. Et là, à ce moment-là, c'était la sculpture de John Seward Johnson. Et sous cette jupe qui doit arriver, donc la sculpture fait 7 mètres de haut, je crois. Donc la jupe, elle doit arriver à peu près à la moitié, on va dire à 3,50 mètres. Vous avez des gens qui se placent pour regarder dessous. Le tout sur fond d'espace hyper urbain. Je trouvais que c'était très représentatif de la façon dont le corps est très important dans cet espace de la ville et dont il est représenté dans cet espace de la ville. J'ai pas obtenu les droits du sculpteur, même si la photo est de moi. Et donc, je me suis rabattue sur cette autre photo qui est la photo donc l'utilisation d'une photo d'après-guerre. Le nom du photographe m'échappe, qui a été réutilisé pour peindre un mur peint dans la ville de New York. Cette photo très connue représente un marine, un marin qui, au moment de la libération, embrasse fougueusement une infirmière dans la rue. Oui, ça se passe à Times Square, je crois. Voilà, exactement. Sauf que donc cette représentation très sexualisée dans l'espace, qui pourrait représenter la joie et l'excitation de la libération à ce moment-là, c'est aussi une représentation du harcèlement de rue parce qu'il n'y avait pas de consentement et que cette infirmière ne connaissait absolument pas ce marin et n'était absolument pas d'accord pour être embrassée en pleine rue. Donc je referme la parenthèse et je reviens au corps. Là, c'est un de plus. Et je reviens au corps et pour parler peut-être de la peur, parce que ce genre qui est... Alors il y a une géographe britannique qui s'appelle Liz Bandy qui dit que le genre est incarné dans la ville, mais pas seulement, et que cette incarnation du corps a besoin, est aussi cette incarnation du genre a aussi besoin d'un espace et des relations sociales pour être ancrée dans le tissu urbain. Et on voit bien comment la peur, qui est aussi liée au corps, est quelque chose qui construit aussi l'espace urbain. Et cette construction de l'espace par la peur, pour les femmes essentiellement, c'est une construction qui est assez éloignée finalement des politiques publiques pour remédier à cette peur. Parce que par exemple, là où on va avoir besoin pour remédier à la peur ou à la violence dans les transports ou au harcèlement dans les transports, pour revenir au harcèlement, on aurait besoin de plus de plus de bus, de plus de métros, pour qu'il y ait moins d'attentes sur les quais, pour qu'il y ait moins de possibilités de harcèlement et que les gens soient moins serrés aussi. Donc, je parle aussi dans le livre de ce que c'est que la proxémie, le rapport à l'espace personnel. On a besoin d'un minimum d'espace. Riche, on ne va pas tout aborder. Donc, au lieu d'augmenter le nombre de bus et de métros, on va avoir des campagnes de publicité dans le métro, expliquant aux femmes comment elles peuvent utiliser un spray au poivre pour se défendre contre les méchants hommes. Donc, cette peur, elle est construite comme ça aussi. Encore une fois, pour revenir au binarisme, il y a les bons et les méchants, il y a les victimes et les personnes menaçantes étant essentiellement des hommes, dans le discours public. Alors que c'est beaucoup plus compliqué que ça aussi. Et cette peur, elle est aussi construite par la violence domestique, donc ce qui se passe à l'intérieur de la maison et pas dans les espaces publics. Et il y aurait certainement des choses à faire sur le plan législatif pour améliorer ça. On voit aujourd'hui comment la violence et le harcèlement est dénoncé. Moi, j'habite Montreuil, donc je connais bien les colleuses qui dénoncent cette violence et qui dénoncent une violence domestique avant tout. Qui ensuite va venir à l'extérieur, mais qui va imprimer les corps, qui va faire que les femmes ont peur dans la rue.
Alors pour quitter un peu les États-Unis, j'ai fait un petit peu de bénévolat à la Maison des Femmes à Montreuil. Et lors d'un déjeuner, je discutais avec une des bénévoles qui est aussi une victime et qui m'expliquait comment elle avait eu les premiers temps après qu'il y ait eu un jugement et qu'elle ait été séparée de son mari et de son mari violent, comment elle avait peur tout le temps dans la rue parce qu'elle avait peur de se faire poignarder, parce qu'en fait, à la maison, elle dormait avec un mari qui mettait un couteau sous le lit. Donc, on voit bien que le rapport à l'espace extérieur est aussi influencé par d'autres choses euh, et qu'ensuite, cette peur va être récupérée. Alors, vous parliez du néolibéralisme et du cynisme avec lequel les villes ou les producteurs d'espace en général utilisent, notamment cette peur des femmes. Hein. Ils utilisent tout d'ailleurs. Oui, le nom de ce sociologue m'échappe, mais je crois que c'est White qui dit que les femmes sont comme les canaris dans les mines. S'il y a une femme dans un quartier, c'est que le quartier est sûr. Dans une mine, s'il y a un canari, ça veut dire qu'il n'y a pas de gaz toxique qui va tuer le canari. Même chose, et ça c'est Winifred Curran qui explique que on va utiliser des policiers, des policières pour montrer qu'un espace est sûr. Parce que si... D'abord, on a la dimension sécurité avec la police, mais on a aussi le fait que c'est une femme. Donc, c'est double sécurité. Et ça, en termes de représentation et de représentation par le corps, voilà, on est dans l'utilisation des stéréotypes et notamment des stéréotypes sur la peur pour créer de l'espace et créer des espaces sûrs, créer des espaces revitalisés, gentrifiés, etc. Alors, on va rester sur ce point qui introduira la dernière partie, qui est évidemment de regarder un peu comment on peut, en tout cas, recomposer ces espaces différemment. Mais je resterai un peu sur cette question du néolibéralisme parce que ce qui est très éclairant aussi dans votre livre, c'est que vous amenez une pierre à travers la question du genre, de ce que Gilles Pinson, quand il a sorti son livre il y a très peu de temps, donc La ville néolibérale, un livre chez PUF qui se veut très pédagogique, montre de façon c'est assez redoutable, disant que non seulement évidemment il y a la sphère économique, mais cette mutation du capitalisme néolibéral, évidemment, ce qui fait sa puissance maintenant, c'est qu'il a pénétré toute la sphère sociale. Et il montre de façon intéressante, c'est que pour pénétrer la sphère sociale, il faut produire une forme de doxa. Et donc, il montre que tout d'un coup, le côté vertueux de certaines pratiques urbaines, on va dire la mobilité douce, la piétonisation, tout ce qui va avec, auquel nous sommes tous pour, est un véritable cheval de Troie, au final, parce que ces acteurs, ils sont tellement puissants qu'ils peuvent vous fournir tout ce dont vous avez besoin pour entre guillemets, combler la mode du moment, pour trouver un mot un peu facile. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que vous apportez cette pierre à cette forme de réflexion. C'est que effectivement, on voit bien que le libéralisme, d'abord produit de façon cynique, vous voulez, c'est même après faire des campagnes de communication sur cette question-là. Mais tout d'un coup, et c'est là ma question, est-ce que la question du genre, qui reste, de mon point de vue, vous me corrigerez si je me trompe, une véritable question sociale, est-ce que c'est pas une façon pour nous masquer une fois de plus et nous éloigner de plus en plus le paradoxe, une forme de question sociale en disant, mais écoutez, vous voulez de l'espace féminisé, je vais vous en donner. Mais au final, on ne pose pas, on s'attaque pas au vrai sujet. En partie de ce qu'on disait précédemment, qu'est-ce qu'on fait des femmes pauvres prises dans ce processus sur ces questions, sur la question de la peur, comment on le réorganise. Est-ce que c'est pas une façon de masquer encore plus le problème, paradoxalement? Alors, en ce qui concerne ce qu'on appelle les bonnes pratiques, ou le gendermandering aussi, il y a plusieurs choses. Il y a le fait que, d'une part, vous aurez beau faire des trottoirs surbaissés pour que les poussettes puissent passer plus facilement au passage clouté, ça ne changera rien au fait que derrière la poussette, il y a le plus souvent une femme.
Mais ça, c'est pas forcément quelque chose qui est de l'ordre de la volonté politique pour cacher quelque chose. Je pense que c'est quelque chose de plus profond, qui est que, bien sûr, il y a le genre, et le genre dans l'espace urbain, ça a une dimension institutionnelle. Il faut que les choses changent au niveau institutionnel, mais je pense qu'il faut aussi que ça change de façon plus profonde dans une division des tâches et le fait que, encore une fois, derrière la poussette, il y ait souvent une femme, c'est pas forcément quelque chose qu'on peut changer à coup de transformation de l'espace urbain. Peut-être au niveau législatif, en rendant le travail des hommes plus souple pour pouvoir s'occuper de leurs enfants, mais encore faut-il qu'il y ait vraiment un changement, peut-être au niveau de l'éducation. Hein, voilà, donc ça c'était pour ce qui est des bonnes pratiques. En ce qui concerne l'utilisation du genre, et encore une fois, c'est la même chose pour l'homosexualité dans les villes, le fait de dire vous voulez de la féminisation des espaces, on va vous en donner. La même chose pour vous voulez une ville qui soit gay friendly, on va vous en donner. Effectivement. Vous montrez d'ailleurs que ça fait des circuits touristiques. Complètement. Et alors là, pour le coup, c'est pas uniquement nord-américain, puisque je crois qu'Anne Hidalgo a dit qu'elle voulait que Paris soit la ville la plus gay-friendly au monde. Donc, on est dans cette course à la diversité, hein, qui est un mot à la mode, pour vendre une ville qui soit plus attirante, qui soit plus attrayante, tout en mettant sous le tapis, effectivement, des questions sociales qu'on ne veut pas regarder, qui sont les questions de la ségrégation et de la discrimination des personnes transgenres pauvres, qui sont les personnes transgenres étant souvent des personnes pauvres parce qu'elles perdent leur emploi au moment de transitionner, parce qu'elles ont du mal à trouver un emploi, parce que sont souvent des jeunes qui sont mis à la porte de chez eux, donc qui ont des problèmes de logement. Voilà, ça c'est une question sociale qui ne fait pas jolie dans le décor du Marais ou de Boys Town à Chicago. Voilà. Donc, même chose pour effectivement les femmes. Et tout ça est lié aussi à une construction de la masculinité, pour en revenir aux bonnes pratiques. Je disais peut-être que ce n'est pas uniquement une question institutionnelle, mais c'est peut-être aussi une question de construction de la masculinité qui devrait se faire différemment. On a aussi des injonctions à avoir un corps qui ressemble, alors qu'il soit blanc, qu'il soit mince, qu'il soit jeune, qu'il ait tous ses cheveux. Voilà, par exemple. Ça marche, du coup, effectivement, pour les femmes, mais pour les hommes aussi. Et on a aussi une construction de la masculinité par ces représentations du corps dans l'espace. Et on est plus, pour en revenir aux bonnes pratiques, dans la construction de la représentation du corps que dans vraiment la construction d'une égalité de genre, si tant est qu'elle existe ou qu'elle soit possible. Alors, on arrive à la fin et effectivement, là, je vais tomber dans la facilité, mais le titre est là, alors je vais vous paraphraser. Je lis la résistance, comment créer du territoire, comment queeriser, dégenrer la ville. Alors moi je suis un vieux schnock, queeriser, ça veut dire quoi? Alors, queeriser, c'est une horrible traduction de queering, hein, qui vient de queer. Donc, au départ, ça veut dire étrange, bizarre, tordu. Et c'est au départ une insulte qui était envoyée à la face des personnes LGBTQI et qui a été récupérée, réutilisée pour se nommer eux-mêmes. Un peu comme la négritude. Exactement.
La question de queeriser les espaces, au passage, je signale que une publication et un colloque à Nanterre et à la Fondation des États-Unis se tiendront au mois de juin, si tout va bien, en hybride, c'est-à-dire à moitié en présence et à moitié en visioconférence, sur ce sujet de queeriser la ville, queering the city, dans une perspective transatlantique, puisque donc on aura des interventions sur la France et sur les États-Unis. Queeriser la ville, c'est la transformer. J'ai utilisé le mot de queer the city au sens large, de transformer en allant au-delà des normes et essentiellement des normes de genre et de sexualité. Donc, comment est-ce qu'on fait ça ? J'ai une question précise là-dessus, parce qu'il y a énormément de choses. Il y a même un chapitre qui, moi, comme je n'y connaissais strictement rien, c'est ce rapport à l'art qui est vraiment assez intéressant, et j'invite le lecteur. Mais comme je suis un vieux marxiste, voilà, ma question plus précise, c'est ça. Voilà, comment dégenrer la ville ? Et je rajouterais, mais vous en parlez dans le livre, et c'est ça qui est intéressant, comment l'intégrer au mouvement social ? D'où ma question. Alors, j'ai voulu une dernière partie un peu optimiste. Pourtant, j'ai fait une présentation de mon livre la semaine dernière et on m'a dit que j'étais quand même pas très optimiste et que je regardais les politiques publiques de travers. Et j'ai répondu que oui, je regardais peut-être les politiques publiques de travers. J'en étais pas contente. Comment on peut le dire autrement. Mais vous avez toute ma solidarité. Mais que j'étais quand même optimiste sur le plan justement des mouvements sociaux. Et qu'on regarde les mouvements comme Black Lives Matter, qui au départ est un mouvement qui, avec à son origine des femmes lesbiennes et des femmes transgenres, qu'on regarde le mouvement MeToo, les colleuses de Montreuil, la Women's March qui ne s'est pas arrêtée au lendemain de l'élection de Trump. Je pense qu'il y a une intégration de la dimension sociale dans les mouvements pour dégenrer ou queeriser la ville, parce que ce sont des mouvements avec une concordance des luttes, pour utiliser un mot à la mode, et en tout cas des mouvements intersectionnels. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe en ce moment avec une appropriation de l'espace. Alors évidemment, tout a volé en éclats avec la pandémie. C'est difficile de s'approprier physiquement l'espace quand on n'a pas le droit de sortir. Et pourtant, ça continue à se passer. C'est-à-dire que les colleuses vont continuer à coller la nuit ou le jour pour respecter le confinement. Je ne sais pas comment elles se débrouillent, mais souvent le matin, il y a encore des choses nouvelles. Surtout, il va y avoir une utilisation des internets et des réseaux sociaux. Je parle à un moment de ce mouvement qui s'appelle Queering the Map, qui consiste à demander donc c'est un mouvement canadien qui est né à Toronto et qui consiste à demander à toutes les personnes queer qui ont accès à cette énorme carte de Toronto de venir épingler leur moment queer. Alors ça peut être le moment où telle personne a décidé de changer de nom et de transitionner. Ça peut être un baiser, ça peut être une rupture, ça peut être, mais qui viennent faire que les personnes queer sont présentes et représentées sur un territoire physique finalement, puisqu'on voit cette carte. Donc ça, c'est une façon d'utiliser les réseaux sociaux. Évidemment, l'utilisation des réseaux sociaux et des internets dans les mouvements sociaux dont je viens de parler est très très forte, et surtout en ce moment. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est aussi le croisement entre ces mouvements sociaux et les mouvements et les performances artistiques. Alors, c'est pas quelque chose de nouveau, hein. Les happenings, ça date des années 70, j'en parle aussi dans mon ouvrage, mais il y a une volonté d'utiliser la performance, je trouve, hein, en tout cas dans certaines villes américaines, pour se réapproprier l'espace,
que ce soit donc de la part de personnes queer ou de militantes féministes, et le transformer ne serait-ce que temporairement. Donc on a une transformation temporaire, mais qui n'est pas si temporaire parce qu'en fait, la performance crée une archive vive, une archive vivante qui va rester dans les mémoires. Et le fait qu'on ait vu telle ou telle chose à tel endroit, ça va transformer la perception de l'espace et donc transformer l'espace. Donc c'est ça qui m'a intéressée dans cette dernière partie qui demande à être développée. D'ailleurs, j'espère que je pourrai la développer. C'est un peu l'ouverture vers mes projets futurs. Alors, j'ai une dernière question, conclusion, où vous allez un peu vous mouiller. Mais vous faites référence souvent à l'appellation, ce que fait Michel Luceau sur la lutte des places. C'est un livre qui me perturbe beaucoup d'ailleurs, mais peu importe. Mais en lisant votre livre, on ne peut pas s'empêcher de se dire, est-ce que les difficultés qu'a, on va dire pour faire court, la lutte des classes, et surtout sur la question urbaine, de créer un rapport de force, est-ce que le salut, selon vous, viendrait peut-être à travers la question du genre, de réapproprier, de trouver ces nouveaux rééquilibres. Pas uniquement de lutter contre le patriarcat ou la domination masculine, mais que ça soit un postulat, voire presque de tremplin, de se dire on peut regagner du terrain aussi sur la question sociale à travers la question du genre. Est-ce que pour vous, ça peut être je dirais une clé, une entrée pour cette bataille ? Alors, je ne vais pas avoir de mal à me mouiller, comme vous dites. Je pense que oui, clairement oui, parce qu'il suffit de regarder les statistiques sur les différences de salaire entre hommes et femmes encore aujourd'hui. Bien sûr que la question du genre est liée à la question sociale. Bien sûr que c'est une entrée mutuelle dans la lutte des classes et de la lutte des classes vers les questions d'égalité de genre. Comme je le disais au tout début de cet entretien, la ville néolibérale a créé des emplois féminisés, a été à l'origine de la polarisation à la fois de genre et de classe des centres-villes. Ces femmes qui travaillent comme nounous, comme femmes de ménage dans les grands centres commerciaux ou chez les femmes de classe moyenne du centre-ville sont mal payées, n'ont pas de couverture sociale, voire travaillent au noir et vivent à l'extérieur de la ville et doivent faire garder leurs enfants par leur famille pendant qu'elles vont aller garder les enfants des autres en centre-ville. Donc oui, bien sûr que tout ça est extrêmement interconnecté et je pense qu'il faut faire attention à ne pas subir la même manipulation que les personnes LGBT qui ont été utilisées même en sciences sociales, dans la façon dont on les a complètement liées à la gentrification, ça fait qu'on a une représentation des personnes LGBTQ+, qui sont uniquement des hommes blancs, gays, cisgenres, avec un certain niveau social. C'est faux, c'est pas la réalité sociale. Donc je pense que c'est la même chose. Enfin, cela dit, je pense que les femmes craignent un peu moins cette manipulation, mais encore que. Donc oui, je pense que s'il y a convergence des luttes, il y a clairement convergence des luttes à cet endroit-là, bien sûr. Oui. Bon, écoutez, merci. Je rappelle le titre de votre livre, Le sexe de la ville, aux éditions Sileps, avec un sous-titre très important, Identité, genre et sexualité dans la ville états-unienne. Merci Laurence Gervais. Merci à vous. Paroles urbaines, un abécédaire de la ville.